Bonjour, aujourd'hui on va regarder de plus près un témoignage assez fort. Oui, celui du fils d'Imran Khan. Il décrit la situation de son père, l'ancien Premier ministre pakistanais. Exactement. Notre source, c'est une transcription d'interview YouTube et notre but, c'est d'essayer de décrypter un peu les points clés de ce qu'il raconte. Donc les conditions de détention, les aspects légaux, et puis le contexte politique, tel que lui le voit, bien sûr. C'est ça. Faut rappeler le contexte quand même, hein. Imran Khan, il a survécu à une tentative d'assassinat et maintenant ça fait presque 2 ans qu'il est en prison. Et les conditions sont décrites comme très difficiles. Voilà. Alors c'est important de noter d'emblée, c'est le récit d'un fils. Un fils inquiet pour son père. Bien sûr. Mais ce qu'il dit soulève forcément des questions politiques, humanitaires, importantes, basées sur sa perception. Commençons par les conditions de détention. Le fils parle d'isolement cellulaire, presque 2 ans. 2 ans, c'est énorme. Il décrit la cellule comme affreuse, parle de douche où l'eau serait boueuse. Ah oui, ça marque. Et plus grave, il mentionne 10 décès récents parmi les détenus, apparemment dus à l'hépatite C, transmise par des aiguilles ou des rasoirs souillés. Ça, c'est extrêmement préoccupant si c'est avéré. Il parle aussi de tactiques de torture, 10 jours sans lumière, et seulement 2 heures de lumière du jour après que ça a été dénoncé publiquement. Ce genre de description, si elle reflète la réalité, pose évidemment question par rapport aux standards internationaux. Clairement. Le témoignage suggère une dégradation progressive des conditions, et ça, du point de vue des droits humains, c'est, disons, un vrai signal d'alarme. Ça peut être vu comme une forme de pression. Et tout ça dans un contexte légal qui semble insoluble. Le fils parle de plus de 200 affaires contre son père. Plus de 200. C'est un chiffre qui donne le vertige. Et le schéma qu'il décrit, c'est hop, dès qu'une affaire est classée ou annulée, hop, 4 ou 5 nouvelles accusations apparaissent. C'est ce qu'il appelle le no end in sight, cette impression qu'il n'y a pas d'issue. Oui. Ce mécanisme, tel qu'il est présenté, ça fait penser à une sorte d'acharnement judiciaire. Non seulement pour maintenir la détention, mais peut-être aussi pour épuiser psychologiquement, financièrement. C'est une tactique qu'on voit parfois dans des contextes politiques tendus. Et cet imbroglio s'accompagne d'un isolement. Le fils dit ne pas avoir pu parler directement à son père depuis 4 mois. 4 mois sans contact direct. Et ce qui l'inquiète encore plus, c'est que le médecin personnel d'Imran Khan n'aurait pas pu le voir depuis 8 mois. 8 mois sans accès à son propre médecin. Surtout, dit-il, vu les 10 décès récents qui seraient arrivés sous la responsabilité des médecins actuels de la prison. C'est une allégation très grave. Ah oui, l'isolement plus le manque d'accès supposé à des soins de confiance. C'est un point vraiment critique du témoignage. L'accusation sur les décès, si elle est vraie, soulève des questions urgentes sur les soins en prison là-bas. Alors, face à ce qu'il décrit comme un mur, il cherche de l'aide à l'étranger, surtout aux États-Unis. Il affirme que l'establishment pakistanais ignorerait les appels de l'ONU et d'Amnesty International, qui qualifient pourtant la détention d'illégale. Donc un sentiment d'impasse au niveau national qui pousse à chercher un levier extérieur. Oui, et il note une coalition de soutien assez inattendue aux États-Unis. Amnesty International et Rick Grenell, un conseiller de Trump. Ah oui, c'est un attelage pour le moins surprenant. Apparemment, une rencontre avec Grenell lui aurait redonné un peu d'espoir. D'accord. Son analyse à lui, c'est que le chef de l'armée, Asim Mounir, contrôlerait tout. Il envisagerait d'étendre son mandat et serait derrière l'emprisonnement. Le fils parle même d'une sorte de dictature. Cette démarche vers l'international, elle illustre bien ce sentiment d'impasse dont on parlait. Et l'analyse politique qu'il fait, bon, c'est sa lecture. Bien sûr. Le rôle central qu'il attribue à l'armée, ses spéculations sur pourquoi l'établissement se serait retourné contre Khan, une question de pouvoir, peut-être selon lui. Ça donne une perspective sur la complexité politique vue de l'intérieur, ou du moins de son point de vue. Mais malgré tout ça, le fils insiste. Sa démarche, dit-il, est personnelle, pas politique. Son but, faire libérer son père et informer. Un plaidoyer filial donc. Oui, mais en même temps, il rappelle la victoire électorale que son père aurait remportée depuis sa cellule, une majorité des 2/3 selon lui. Ah oui, malgré tout ce contexte, malgré ce qu'il appelle une fraude vicieuse, retrait du symbole du parti, la batte de cricket, coupure de courant d'Internet le jour du vote. Des accusations de fraude graves donc. Et son message c'est « La voix des 250 millions de Pakistanais qui auraient voté pour Khan doit être entendue ». Et c'est là qu'on voit la tension entre le plaidoyer présenté comme personnel, filial,
Et les questions démocratiques fondamentales que ça soulève, forcément. Le respect d'un mandat populaire supposé face à des allégations de manœuvres politiques, de fraude pour l'empêcher. Donc, pour résumer ce témoignage, on a des conditions de détention très préoccupantes, un imbroglio judiciaire qui semble sans fin, un isolement potentiellement dangereux. Un appel à l'aide internationale et puis de grosses interrogations sur qui dirige vraiment le Pakistan, tout ça vu par le fils. Oui, la perspective qui émerge de ce récit, c'est celle d'un conflit assez net. Un leader présenté comme élu par une majorité, mais qui est emprisonné, dans des circonstances qui alertent des ONG comme Amnesty et même des personnalités politiques américaines très différentes. Exactement. Et tout ça face à une inaction supposée des autorités pakistanaises, toujours selon la version du fils. Et ça nous laisse avec une question, peut-être pour réfléchir un peu plus loin. Si on prend en sérieux ces allégations de fraude et cet emprisonnement malgré une victoire rapportée, Quelle est la capacité d'un mandat démocratique à tenir, finalement, quand il se heurte aux structures de pouvoir bien établies? C'est une question ouverte.